Allez-y. Donc la table ronde numéro 2 est une table ronde un petit peu polémique qui va se tailler la part du lion entre les nouveaux acteurs. On en a beaucoup parlé lors de la précédente table ronde. Ce qu'on appellerait les disruptifs, les GAFAM, alors, avec le N de Microsoft, les acteurs traditionnels, donc là, sont représentés par Alcatel, et qui intègrent les briques collaboratives. Donc, nous allons avoir Nicolas Mestois du cabinet Scolé Marketing qui va animer cette table ronde, avec qui nous travaillons sur des études. On a fait une étude aussi sur l'arrêt du RTC, qui est toujours proposé sur notre site. Nous avons Jonathan Angeloff d'Aircall, qui est une jeune start-up, enfin maintenant elle a 3-4 ans, mais qui vient de lever 25 millions d'euros de fonds et qui est dans la téléphonie en cloud et qui effectivement pourrait être un disruptif, considéré comme un disruptif. Étienne Lacour, directeur avant-vente grand compte de Digital Workplace Microsoft, que certains connaissent au CDRT puisqu'il est déjà venu plusieurs reprises. Merci d'être là. Nous avons Nicolas Morel de la société Alcatel-Lucent, Chief Technology Officer, qui effectivement nous parlera un petit peu de l'approche d'Alcatel avec Rainbow. Didier Jobert, Chief Executive d'Arcadin, qui est une ESN qui est du Syntec numérique et qui, voilà, les quelques ESN que nous amène le Syntec numérique. Nous avons Arcadin, partie du collège, mais qui a une vision surtout très internationale de la communication, de la collaboration unifiée, puisque leur chiffre d'affaires se fait principalement à l'international. Didier nous en parlera. Et Xavier Lecomte, fondateur de Watcha, qui est une petite start-up lyonnaise qui est dans la communication unifiée, mais qui arrive par le prisme de la sécurité. Là aussi, c'est quelque chose d'un petit peu disruptif dans cette approche. Donc, je laisse à Nicolas, tu as 50 minutes pour animer cette table. Merci à vous tous. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Bon, c'est toujours très difficile de passer après Frédéric. Je vais essayer de relever un peu le flambeau. Donc, effectivement, comme tu l'as souligné, on a une table ronde assez, comment dire, un sujet assez polémique. On va essayer en tout cas, de développer la vision des différents acteurs sur le sujet. Je ne sais pas si on arrivera à répondre complètement au sujet parce qu'on n'a pas forcément de boule de cristal, mais qui va se tailler la part du lion entre les nouveaux acteurs, les disruptifs, les acteurs traditionnels, c'est en tout cas un vrai sujet. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Mestoy. Philippe, ça va faire 10 ans, on va y arriver. Et donc, depuis une dizaine d'années, nous produisons des indicateurs sur l'équipement des entreprises en matière de communication et de télécommunication. Alors, ce sujet est effectivement important. On sait que les communications unifiées vont se développer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a de plus en plus d'outils de communication. Au départ, on avait le téléphone, puis le mail, le mobile, et maintenant des outils électroniques, messagerie instantanée, outils de conferencing et outils collaboratifs. Tout ça, à un moment, il faut bien l'intégrer. Et il faut bien l'intégrer, pourquoi? Pour avoir peut-être une seule interface unique et éviter de disperser ou d'avoir des courbes d'apprentissage entre plusieurs interfaces. Et puis, rationaliser, par exemple, quelque chose qui est tout simple, comme un carnet d'adresses, qui soit commun entre tous les outils de communication. Le problème, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est le rythme de conversion des entreprises aux communications unifiées, c'est-à-dire à quelle date irons-nous vers le 100% d'entreprises équipées de solutions de communication unifiées? Deuxième problème, et c'est un peu le cœur de notre table ronde, c'est effectivement, il y a un certain nombre de services, les nouveaux outils électroniques de communication
qui sont fournis par des acteurs issus d'Internet et donc qui créent une nouvelle concurrence et qui viennent challenger des acteurs traditionnels. Et troisième, je dirais, question un peu sous-jacente, c'est dans tous ces outils de communication, de collaboration dont on dispose, est-ce que la voix ne va pas être minorée, voire disparaître au profit du mail, du chat et de toutes sortes d'outils de communication? Alors, on a un parterre assez prestigieux d'intervenants entre des acteurs traditionnels, Alcatel, grands éditeurs Microsoft, et des acteurs, des challengers ou des acteurs disruptifs qui vont tous nous proposer leur vision. Je leur propose de se présenter en 2 minutes chacun, brièvement, avant de commencer le débat. Il n'y a qu'un seul micro? Allez-y. On va commencer par le vous. Bon, bah merci, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le CEO d'Arcadin. Arcadin, c'est un groupe français créé il y a 17 ans. C'est un groupe qui a démarré dans le conférencing et qui évolue beaucoup ces dernières années vers la communication unifiée. C'est un groupe qui fait environ 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 personnes dans le monde, 33 pays. Une caractéristique ici, je représente un tout petit peu l'international, dans la mesure où le chiffre d'affaires d'Arcadin en France aujourd'hui est de l'ordre de 15% de notre chiffre d'affaires total, même si on est très attaché à la France, puisqu'on a en gros 25% de l'effectif qui est en France. Voilà, et on est probablement, c'est un privilège dans ce débat d'aujourd'hui, un acteur qui a un positionnement un petit peu différent de mes collègues de la table ronde. Très bien, bonjour à tous. Donc Jonathan, fondateur d'Aircall. Donc Aircall, c'est une solution de téléphonie pour les entreprises. On a un logiciel pur SaaS, 100% dans le cloud, besoin d'aucun hardware. Tout se met en place en quelques secondes et dans le monde entier. Un petit peu comme Arcadin, on est une entreprise française. Cependant, environ 15% de notre chiffre d'affaires seulement est en France. Le reste est à l'étranger. On est présent dans une quarantaine de pays. On a des bureaux à Paris, à New York et à Berlin. On est aujourd'hui un peu plus de 150 personnes. On fait un petit peu moins de 20 millions de chiffre d'affaires, mais avec une croissance récurrente de 10% par mois actuellement. Donc, on est en très forte croissance sur notre marché. Et donc, en effet, on vient challenger un petit peu les acteurs traditionnels de la téléphonie, que ce soit les acteurs anciens tels que Orange, Business Service, etc., ou les acteurs un petit peu plus récents comme 8x8 ou Ring Central aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, le positionnement d'Aircall par rapport aux concurrents traditionnels, c'est qu'on est l'outil voix de l'entreprise. Donc on va permettre à l'entreprise de mettre en place sa téléphonie en quelques instants, où qu'elle soit dans le monde. Il n'y a pas besoin d'intégration compliquée. De plus, Aircall va s'intégrer aux outils des entreprises. Donc, quel que soit l'outil que l'entreprise utilise, que ce soit le Salesforce, donc la partie CRM, que ce soit le helpdesk pour un service client ou même les outils métiers, Aircall a une multitude d'intégrations et s'intègre avec tous ces outils pour faciliter la gestion au quotidien de la téléphonie et surtout les process de l'entreprise. Évidemment, on a également aussi des intégrateurs. On commence à en avoir, on a ouvert ça au début de l'année. Donc, on commence à avoir des intégrateurs qui s'intéressent à Aircall et qui veulent revendre la solution et également intégrer Aircall dans les outils de l'entreprise, de leurs clients. Et pour nous, c'est très intéressant car on ne peut pas avoir des intégrations avec tous les outils, mais en revanche, c'est intéressant d'avoir des intégrateurs qui créent des intégrations pour nous spécifiques aux demandes des clients. Voilà. Merci, bonjour à tous, Étienne Lacour. Donc moi je suis responsable des avant-ventes sur Modern Workplace. Juste une petite correction, Nicolas. Microsoft n'est plus éditeur, on est fournisseur de services et aujourd'hui la partie SaaS, PaaS, représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui on se positionne plus en tant que provider de services et d'ailleurs mes équipes ne sont payées que sur la partie cloud et la partie fourniture de services, non plus sur la partie éditeur, qui reste une partie importante de Microsoft. Donc, responsable avant-vente Modern Workplace, dedans il y a une composante importante qui est toute la partie qu'on appelle, alors on aime bien le branding chez Microsoft, ça s'appelle Intelligent Communication maintenant, mais globalement ça reprend les briques de l'UC mais plutôt orienté cloud. Et l'avantage ou les avantages, je ne sais pas, c'est d'être le M de GAFAM.
Donc, dedans de représenter, alors avec un positionnement un peu particulier, puisqu'on est en même temps un peu du monde du legacy, puisqu'on vendait des solutions on-premise, avec notamment Skype sur cette partie-là, même si on était purement sur une approche soft, ça restait par rapport au monde très disruptif et la partie cloudification des télécoms, et bien sur une approche assez classique où je mets des équipements, je les raccorde à mon réseau opérateur, je les raccorde à mon réseau d'entreprise et je mets soit des softphones, soit des IP-phones et j'ai de la téléphonie ou de la communication unifiée au sens large, vers un modèle depuis on va dire 4 ans beaucoup plus dans un modèle pur SaaS, à fournir aujourd'hui des propositions de valeur de communication unifiée totalement cloud, avec là aussi un branding, vous savez, Live Communication Server, Office Communication Server, Link, Skype, et aujourd'hui Teams. Donc on est complètement dans une lignée de transformation et de cloudifier l'intégralité des modalités de communication. Et on le verra aussi au niveau du débat, bien au-delà de la communication classique où ce que l'on mettait en mode transaction et en mode plutôt Skype, j'appelle, je suis appelé, je fais de la voix, je fais du chat, vers un mode beaucoup plus collaboratif en mettant plein d'IA dedans. Bonjour à tous, Nicolas Morel, je suis le CTO d'Alcatel-Lucent. Alors nous, on va fêter l'année prochaine nos 100 ans. Il y a très peu de sociétés françaises qui ont atteint cet âge. Donc c'est une histoire d'adaptation permanente à des besoins et surtout à des besoins clients. Mais on n'a pas changé de métier. Notre métier, c'est toujours de connecter des gens, mais aussi des systèmes, des solutions, des machines, et de les faire interopérer entre elles. Et sur ce métier-là, aujourd'hui, on se développe de manière très forte avec des solutions qui sont des solutions qui mêlent collaboration et communication, et qui sont disponibles, c'est une vision un peu différente, à la fois en mode cloud, mais également en mode on-premise, sur site, et aussi en mode hybride, qui mélange le meilleur des deux mondes, et avec une ouverture aujourd'hui qu'on voit très clairement sur un changement fondamental du paradigme de la communication, qui est aujourd'hui de pouvoir interagir vraiment avec le métier de l'entreprise à un coût qui est aujourd'hui acceptable. Bonjour, je suis Xavier Lecomte, cofondateur de Watcha. Donc Watcha, effectivement, c'est une start-up lyonnaise qui a 2 ans d'existence maintenant. Notre métier, c'est les communications unifiées, donc les services classiques de messagerie, de partage de documents, de partage d'écran, et puis évidemment d'échange et de partage de fichiers. Donc on est sur des services simples qui permettent de faire l'essentiel de la communication. Nous, là où on va chercher vraiment à se différencier, c'est suivant 2 axes. La confidentialité, alors Philippe parlait de sécurité, mais moi je préfère parler de confidentialité, parce que c'est vraiment la promesse client qui est mise en avant. Et le deuxième côté différenciant, c'est qu'on se positionne à la différence de Microsoft comme un pur éditeur, c'est-à-dire que nous, on va laisser le choix aux clients et à nos partenaires, parce qu'on est sur de la vente indirecte, j'y reviendrai, on va laisser le choix à nos clients et partenaires de choisir leur propre hébergement. Ça leur permet d'avoir complètement confiance en le partenaire avec qui ils travaillent depuis un certain nombre d'années pour la plupart, et nous de rester vraiment sur notre métier de l'édition. Comme je le disais, donc effectivement, on est sur une approche indirecte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à la table ronde, ce qui parlait plus des clients, des usages, c'était évidemment les intégrateurs. Et c'est vraiment notre driver. On pense qu'on ne peut pas se substituer aux intégrateurs, aux distributeurs sur la connaissance de leurs clients, des métiers. Et donc, on est parti directement sur une approche de vente indirecte. Voilà. Merci. Alors, on va entamer ce débat avec le premier grand thème. Le premier grand thème, c'est dans le fond, une question un peu bête, mais qui mérite d'être posée. Est-ce que les communications unifiées réussissent bien à s'implanter dans l'entreprise? À quel rythme? Est-ce qu'on peut avoir notamment des comparatifs France-étranger? Et peut-être même en préliminaire de cette question, dans le fond, qu'est-ce que ça apporte à l'usager de bénéficier des communications unifiées? Est-ce qu'on a des petites métriques ou des indicateurs qualitatifs là-dessus? Et je vous laisse la parole. Merci. Donc, par rapport aux communications unifiées, bon, vous avez bien compris sur les services, je ne vais pas revenir sur ce que ça contient. Je vais revenir plutôt sur vraiment les usages et ce qu'on nous on constate quand on déploie la solution Watcha dans les entreprises. Le premier constat,
Vous l'avez tous vécu. Si je prends une photo là, je partage sur WhatsApp en moins de 10 secondes. Si je dois le faire par email, il va falloir que je saisisse toutes les adresses de tout le monde. Et puis après, ça va être du forward, du reply en n'en plus finir. Donc, le premier élément fort pour la communication unifiée, c'est de permettre l'intensification des interactions. Plus c'est facile de partager, plus c'est immédiat, plus je vais avoir tendance à le faire. Donc, le bénéfice immédiat, c'est que la collaboration est beaucoup plus efficace. C'est vrai sur des équipes distance, mais c'est vrai même au sein d'un open space. Nous, on utilise WhatsApp, évidemment. On s'écrit sur WhatsApp, même si l'autre est en face. Ça permet d'éviter de déranger tout le monde. Donc, ça, c'est un élément très fort de la proposition de valeur des communications unifiées. C'est l'intensification de ces relations. Et donc, par effet de bord, moins de réunionites. Moi, j'étais chez Alstom, enfin, dans des grands groupes précédemment. La réunionnite, c'est un vrai malaise. C'est une vraie maladie. Les solutions de communication unifiées, finalement, vous permettent de dématérialiser votre comité exécutif, votre réunion hebdomadaire, etc. etc. Donc ça, le métrique que je peux mettre derrière, c'est à peu près, nous on l'a constaté, 50% d'emails en moins. Et l'autre ce qui est énorme quand on en reçoit 200. Voilà, ce qui est énorme. Alors, l'autre avantage, au-delà de la volumétrie, c'est surtout que le principe de base des communications unifiées, c'est de fonctionner par groupe d'utilisateurs, par room ou salon, en différents noms suivant les solutions. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire à travers WhatsApp ou autre. L'intérêt, c'est que par rapport à votre boîte d'email où tous les mails vont arriver à plat, avec aucune notion de message important, pas important, et surtout le même niveau de notification, aussi bien pour du spam que pour le message du patron. Ça, c'est très, très gênant. Quand on utilise des solutions de communication unifiées, l'information, elle est directement hiérarchisée, directement triée, organisée. Voilà. Donc là encore, le bénéfice immédiat, c'est un accès à l'information, un partage de connaissances beaucoup plus rapide. Merci. Alors, qu'en est-il donc de la pénétration véritable des communications unifiées dans les entreprises? Est-ce qu'on peut avoir le point de vue d'Alcatel et de Microsoft? Je pense un point de vue un peu clivé entre les deux acteurs, comme vous voulez. C'est très gentil. Il me semble que je suis plus jeune, non? Mais les communications unifiées dans l'entreprise, alors aujourd'hui, factuellement, si on regarde les chiffres qui nous ont été annoncés, 10%, 15% d'utilisateurs, après 10 ans ou 15 ans dans l'entreprise, après 10 ou 15 ans de vente, ça peut être vu comme un succès relatif, en tous les cas, qui est quand même répandu dans les grandes entreprises. Par contre, en termes numériques, par contre, en termes d'usage, de démonstration d'apport de productivité, c'est un échec. C'est finalement toutes les statistiques d'ailleurs d'usage de ces applications de communication unifiée qui ont été déployées sont assez faibles et le retour des utilisateurs est assez moyen. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et c'est une autre réalité aussi, donc je pense qu'il faut prendre conscience, parce que c'est aussi un marché qui s'ouvre sur ces 10 ou 15%, et puis aussi sur le reste de la pénétration. C'est que les solutions qui sont déployées aujourd'hui sont pour la plupart obsolètes. Elles sont obsolètes en termes de technologie, notamment de prise en compte de la technologie WebRTC, Internet, sortir sur Internet, ça marche relativement pas bien. Elles sont obsolètes dans le fait qu'elles ont été conçues à une autre époque, une époque où la notion était de dire on va collaborer, on va travailler dans l'entreprise. C'est fait pour l'entreprise. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. La transformation digitale des entreprises, si on a une, c'est de s'ouvrir sur le monde extérieur. C'est pas de travailler entre soi, c'est de travailler avec les autres. C'est de travailler avec les autres sociétés, avec l'extérieur, etc. Et donc aujourd'hui, ces systèmes sont obsolètes parce qu'ils ne sont pas conçus pour cette ouverture et ce travail à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup, donc aujourd'hui, il y a sur ce qui est déployé, et même sur la plupart des offres qui sont encore proposées aujourd'hui, il n'y a pas une adéquation entre le besoin réel, qui est ce besoin d'ouverture, de travail, de collaboration, et très souvent aussi de simplicité, de facilité, mais aussi de sécurisation des échanges, etc., et les offres proposées. Donc c'est un marché en devenir. Voilà. J'ai quelques hiatus, mais quelques constats aussi totalement communs. Donc clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet.
Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? De toute façon, à titre personnel, tout le monde en fait sans le faire, hein, tout le monde fait de la prose sans le savoir. Donc aujourd'hui, moi je vois, enfin, sur la partie pénétration des communications unifiées, alors bien entendu, plus le groupe est gros, plus il est international, plus il y a des interactions en interne, voire en externe, plus ça devient une non-réflexion, ça devient une évidence. Après, en effet, aujourd'hui, je dirais qu'on est presque trop communication unifiée, c'est-à-dire que souvent, chacun dit j'ai une solution de communication unifiée, mais on se retrouve avec 3 silos, payés par 3 fournisseurs différents, qui peuvent être le fournisseur de telco historique qui va fournir une solution de communication unifiée, le fournisseur de messagerie qui va fournir lui aussi une solution de communication unifiée, et puis l'outil de CRM qui va proposer aussi une solution de communication unifiée. Donc je dirais que c'est pas du tout un échec, je pense que les 15% c'est largement sous-évalué parce que les gens pensent même pas que parfois quand ils sont dans leur CRM, ils font de la communication unifiée sans le savoir, que quand ils sont dans leur solution de messagerie et qu'ils chattent dedans, ils font de la communication unifiée sans le savoir, quand ils font du persistent chat, du Slack, du Teams ou autre, ils font aussi de l'UC sans le savoir. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de l'UC sans le savoir. Par contre, ils en font du multi-UC et beaucoup trop d'UC. Donc, l'UC plus l'UC, je dirais. Donc là, l'étape, en effet, et là, je partage complètement cet avis, c'est de pouvoir simplifier et d'étendre, de casser ces frontières. Bon, déjà, il y a le smartphone qui l'a bien cassé, hein, puisque aujourd'hui, on ne se connecte plus via le WAN, et notamment ce qui a était un frein énorme, c'est tout ce qui était la problématique VPN. Dès que vous étiez en mobilité, il fallait monter les VPN, ça marchait plus, la voix était dégueulasse. Bref, énormément de freins techniques à la diffusion des gens en mobilité pour les individus, et ensuite, bien entendu, l'extension par le fait d'avoir une sécurité en forteresse. Voilà, donc si je résume bien, mais si je veux bien me faire passer quelques messages sur la partie pénétration. Bien entendu, aujourd'hui, c'est un no-brainer et aujourd'hui, c'est très largement diffusé et tout le monde en veut. Il n'y a personne qui dit non, ça ne sert à rien, franchement, j'en passerai. C'est comme disait De Gaulle sur la téléphonie, c'est un gadget dont les Français sauront très bien se passer. Je pense qu'on n'en est plus du tout là. Par contre, aujourd'hui, on est un peu victime du multisilotage et de la multiplication des des solutions qui fait que, comme disait tout à l'heure Philippe, c'est la simplification de l'usage, ou je ne sais plus si c'est Philippe qui disait, mais en tout cas, sur la simplification des usages, si vous avez plusieurs solutions, c'est pas ça qui va simplifier la fédération et la consolidation des usages de façon unifiée. Alors, peut-être, on a d'ores et déjà des chiffres ou des données sur le marché français. Peut-être, est-ce que Arcadin, qui est très présent à l'international, peut nous donner des éléments sur l'international, où j'ai cru comprendre qu'effectivement le marché américain était extrêmement développé, et ensuite on va passer sur Aircall avec votre positionnement et peut-être rebondir. Jonathan pourra compléter pour l'international. Nous, les États-Unis, c'est notre premier pays, hein, environ 30% du chiffre d'affaires d'Arcadin. Et c'est vrai qu'encore plus aux États-Unis, on peut considérer qu'en l'espace de quelques années, la communication unifiée est devenue une forme d'habitude avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie quotidienne de beaucoup d'Américains. En termes de pénétration complète, c'est peut-être là qu'on peut avoir une réflexion. Je pense qu'elle est beaucoup plus complète aux États-Unis qu'en Europe et encore plus qu'en Asie, sans aucun doute. Ça se voit sur les chiffres de marché, puisque l'Amérique du Nord, c'est 58% du marché de la communication unifiée. Quand vous comparez ça au poids économique des États-Unis dans le monde, c'est très largement au-dessus. Ce qui veut dire que ces technologies se sont implantées aux États-Unis beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'une des raisons est historique, c'est-à-dire que depuis des années, les États-Unis ont été en pointe sur l'utilisation de toutes les technologies de communication. La deuxième, probablement, c'est qu'aux États-Unis, il y a probablement moins de besoin d'accompagnement aux utilisateurs. En tout cas, c'est notre conviction chez Arcadin, c'est qu'une des raisons de l'adoption relativement lente de ces technologies est probablement liée au fait qu'on considérait ces choix comme des choix technologiques. On choisissait entre les différentes solutions de marché. On consacrait beaucoup de temps à choisir quel était le meilleur produit individuel. Chez Arcadin, on a pris depuis longtemps l'optique que le vrai sujet, c'était d'accompagner, de former et de s'assurer que les utilisateurs utiliser effectivement leurs solutions. Et pour ceux qui connaissent notre métier d'origine, l'audioconferencing, c'était critique puisque nous étions à l'origine payés à la minute. Là, vous pouviez avoir tous les contrats du monde. Si les gens n'utilisaient pas nos services de conférencing, ça servait absolument à rien. Et donc, on a beaucoup repris cette philosophie dans la communication unifiée. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'accompagnement s'est révélé encore plus important en Europe et en Asie. Et c'est ce qui explique que nous, n'ayant pas de technologie au sens propre, nous utilisons donc les technologies de grands partenaires qui sont ici,
on a trouvé une certaine place dans cet écosystème parce qu'on attache de l'importance avant tout à l'engagement de l'utilisateur dans ces sujets. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à une accélération très rapide maintenant de l'utilisation en Europe et en Asie, combinaison de produits qui sont plus matures et combinaison d'acteurs comme Arcadin qui aident l'utilisateur à s'en servir vraiment. Jonathan? Alors, un petit peu comme Arcadin, on se ressemble un petit peu sur les chiffres, mais on est juste 10 fois plus petit. Mais nous aussi, on a à peu près 30% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis aujourd'hui, donc notre plus gros marché est le marché américain. Ce qu'on voit, nous, sur les communications unifiées, c'est qu'en Europe, c'est à peu près entre 60 et 70% de nos clients. La première chose qu'ils vont nous demander, c'est est-ce qu'on peut intégrer Aircall à tel ou tel outil, donc, que ce soit les outils CRM, ce que je disais tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est un 90%. Chaque client qui vient nous voir, il veut pouvoir intégrer sa téléphonie à ses outils. Parce qu'aux États-Unis, ça fait des années déjà que le SaaS est passé. Ils ont l'habitude d'intégrer. Tout le monde veut pouvoir finalement pas siloter les outils, mais avoir un outil qui communique avec les autres et finalement donc avoir plusieurs outils qui communiquent ensemble. Donc que ça soit Slack, Teams d'ailleurs, qui ont fait une intégration avec Aircall récemment, on a vu ça. On va vouloir avoir des informations. Toutes les informations des calls sont importantes et on va vouloir les partager. Et pour l'entreprise aujourd'hui, c'est critique, c'est d'arrêter de siloter un petit peu chaque équipe et puis chaque personne qui travaille et d'avoir quelque chose un petit peu où on peut communiquer en interne. Donc aujourd'hui, nous, c'est notre business model d'ailleurs, c'est on va vers intégrer Aircall dans plus de 100 outils à horizon 2019. On a énormément d'éditeurs logiciels qui viennent vers nous qui disent voilà, mon outil est destiné aux avocats par exemple, mais j'aimerais intégrer la téléphonie dedans. Comment puis-je intégrer Aircall dedans? Donc, on va vers ça. Nous, c'est vraiment notre cheval de bataille. On pense que l'intégration de la téléphonie doit se faire dans l'ensemble des outils de l'entreprise pour être efficace. Cela étant, vous avez un positionnement un peu original au sens où vous ne croyez pas à l'outil qui fait tout, mais vous essayez d'interopérer. En effet, alors c'est un petit peu tout à l'heure, je rebondis sur l'échec un petit peu des communications unifiées, et ce que je pense, l'échec peut-être peut s'expliquer par une chose, c'est qu'il est difficile, pour tous ceux qui sont éditeurs de logiciels ici vont le savoir, il est très difficile d'être bon dans tout en même temps. Ça veut dire de savoir faire et du chat, et de la téléphonie, et de la visioconférence, et de l'audioconférence, etc., etc. Et que finalement, chaque métier va avoir sa spécialité. Et pourquoi courir après quelque chose qui n'est pas notre métier, alors qu'il y a des entreprises qui font ça, qui le font très bien, et qui vont, avec lesquelles vous allez pouvoir vous intégrer. Et je prends l'exemple d'Arcadin. Nous, Aircall, on ne va jamais aller vers de la vidéoconférence. Très naturellement, on s'intégrera avec un Arcadin, ou un Zoom, ou peu importe le provider. Mais pourquoi faire quelque chose qui n'est pas notre métier, au risque de mal le faire, et en plus de décevoir le client final? Ce qui est donc pour nous serait un énorme échec, puisque nous on fait de la vente directe. Alors on a très très peu de vente directe, on a un direct, on vient de commencer, mais on fait de la vente directe depuis toujours, depuis 4 ans. Aircall existe. On est très jeune, on essaie de trouver nos marques, on a une équipe dédiée à l'expérience client, au customer success comme on dit, et donc pour nous on ne peut pas échouer à ce niveau-là. Donc nous intégrer avec un fournisseur de solutions qui a l'habitude de faire ça, dont c'est le métier, pour nous, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour eux, car ils ont un nouveau client, et c'est gagnant pour nous, parce qu'on a un client satisfait avec une solution qui s'intègre parfaitement avec le fournisseur de logiciels. Merci. Donc, on a vu effectivement que le développement en France n'est pas celui escompté, ou en tout cas, il y a encore bien des marges de progression, où il y a du rattrapage à opérer vis-à-vis des États-Unis. Et ça, c'est un élément assez positif dans le fond, parce qu'on peut dire qu'il y aura beaucoup de croissance dans les années à venir. Alors la question, second point de cette table ronde, c'est quels sont les drivers, les catalyseurs du développement des communications unifiées, et quelle est votre vision à ce sujet? Puis je vais commencer par les deux grands acteurs, Alcatel, Microsoft, dans l'ordre que vous voulez. Je vais prendre le micro cette fois-ci, si tu veux bien. Donc clairement, il y a un premier catalyseur qui est toujours un élément coût, consolidation, rationalisation des coûts. Donc comme je le disais, beaucoup de silos encore dans l'entreprise. Il n'y a pas si longtemps que la téléphonie est encore gérée par les services généraux, les salles de visio par un service spécifique, salle de visio, la partie chat, IM par le poste de travail. Donc ça a nécessité bien entendu un certain nombre de duplications des rôles, etc. Donc
Dans une rationalisation qui est bien toujours chemin faisant chez les clients, et puis surtout par une reprise et une certaine solubilité de la téléphonie dans la partie IT. L'IT reprend ça et essaie de rationaliser, d'éviter la multiplication de ses fournisseurs, de ses silos. Donc déjà, de toute façon, par construction, il y a une tendance naturelle, certaine entropie, de reprendre et à consolider un peu ces solutions. Donc même de façon technologique, parce qu'avoir 5 solutions à maintenir, c'est toujours un peu plus coûteux, notamment sur du on-premise. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le cloud qui va largement simplifier, puisque je me soulage de ces problématiques d'intégration, d'interopérabilité, de silotage. Donc ça aussi, ça va être un deuxième gros catalyseur que l'on voit aujourd'hui et qui fait qu'on a pu voir, on le voit, l'avantage du cloud aussi, c'est qu'on a des capacités de mesure précises sur le taux d'usage, ce qui n'est pas toujours très, très simple sur la partie on-premise. Un deuxième axe. Et puis, bien entendu, il y a tout simplement la consumérisation. Alors, c'est un vieux mot et c'est un vieux sujet, mais en tout cas, ça devient tout le monde chez soi, fait du WhatsApp, du Skype, fait du Messenger, utilise du Facebook pour partager, etc. Donc, au niveau usage personnel, ce qui était un grand tabou avec des discussions avec les partenaires sociaux sans fin, qui était la notion du picto de présence, mon Dieu, on va afficher si je suis disponible ou pas. J'ai plus vu depuis 2 ans une quelconque discussion sur ce sujet-là. Donc déjà, on a gagné 6 mois dans la discussion. Donc évidemment, après, beaucoup moins de personnes aussi se mettent systématiquement en Do Not Disturb ou en Away, comme ça, on ne voit pas ce que je fais, je suis bien. Donc aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus, là aussi à titre personnel, et un usage classique, et donc ça va là aussi distiller sur l'entreprise. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je rajouterais l'impact. Il y a toujours un élément déclencheur sur la communication unifiée, ou sur une nouvelle technologie, l'adoption. Moi, je pense vraiment cette notion aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe dans un certain nombre d'entreprises, où finalement, pour une partie de leurs activités business, les gens, par facilité d'usage, par facilité d'approche, utilisent des applications de réseau social over the top pour communiquer et collaborer. Et c'est le grand driver aujourd'hui, parce qu'il y a deux effets derrière ça. Il y a un premier effet qui est on va dire, d'ubérisation pour beaucoup de sociétés. Quand un conseiller bancaire, une grande banque, commence à chatter sur WhatsApp avec son client sur ses investissements, d'abord, il est hors la loi, parce qu'il faut tracer, la société se met hors la loi, elle doit tracer les échanges entre le client et son conseiller. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle vient juste de perdre son client. Parce que WhatsApp ou qui d'autre a maintenant, c'est tout, et les noms, les coordonnées, et peut tout à fait demain devenir un acteur bancaire. Il aura déjà des clients tout près. Donc, il y a cette facilité d'usage, ce réseau social, collaboration, c'était ce qui manquait sans doute à la communication unifiée et cet usage qui maintenant pénètre, et ça devient quasiment une obligation pour beaucoup d'entreprises de l'adopter. Alors, pour des larges, mais aussi pour des moyennes entreprises, parce que c'est aussi le vecteur de rendre maintenant du service client de manière beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus efficace. Reste la question sur les TPE. Il est clair que sur les TPE aujourd'hui, la communication ou la notion de communication unifiée, les gens avec qui vous travaillez, ils sont en face de vous tous les matins. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, qu'est-ce qui peut être le driver? Là, le driver est vraiment la capacité d'engager, et c'est pour ça que ces implémentations de communication unifiée doivent être ouvertes, d'engager avec ses clients, son réseau de partenaires, et d'avoir une collaboration, mais qui soit sécurisée avec eux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce driver du réseau social, c'est le truc qui a surpris, qui a vraiment changé la donne, et qui a d'ailleurs amené toutes ces évolutions produits. Vous voyez, la plupart des produits de communication unifiée ne ressemblent plus non plus à ce qu'ils étaient il y a 1 an ou 2 ans. Il y a un deuxième driver qui est très fort, c'est que c'est super de collaborer ou de se téléphoner ou d'échanger un chat, mais si ça n'a pas de notion de productivité ou d'intérêt business, c'est plutôt une perte pour l'entreprise. Or, aujourd'hui, un des drivers forts,
c'est comme ces outils, on le voit avec Aircall, etc. La promesse sous-jacente, c'est que c'est plus un seul bloc monolithique qu'on achète ou qu'on loue, etc. Ça peut se décomposer en plein d'éléments. Ces éléments sont exposés, ils sont exposés aux intégrateurs, ils sont exposés aux clients finaux, et ils s'intègrent facilement dans n'importe quelle application métier, qui peut elle-même être une application de plateforme ou une application, parfois, et souvent c'est là où il y a le plus de valeur, développée par la boîte. Et là, il y a un apport et il y a une productivité très forte qui est générée par le fait d'avoir, et puis une sécurité aussi, le fait de pouvoir avoir cette notion de communication dans l'application métier. Donc ça se traduit, on le voit, ça se traduit par, voilà, il y a quelques grands outils déployés dans les entreprises, mais ça se traduit aussi par les entreprises qui ont des process particuliers, et aujourd'hui c'est facile d'intégrer dans ces process de la com, c'est-à-dire de déclencher, ne serait-ce que tout simplement, ça on le voit par exemple aujourd'hui, je vous prends un exemple, dans les tirs de missiles aujourd'hui, anti-missiles, ils sont trop rapides pour qu'il y ait une intervention humaine, c'est un cerveau électronique qui décide, c'est un bot si on veut, et bien quand même, aujourd'hui, une des intégrations qui est faite, c'est il faut une autorisation humaine avant de tirer. Donc, il y a un bot qui est à l'intérieur, mais qui va permettre d'adresser un humain et de valider en temps réel sa communication. C'est de la voix et c'est un appel. Donc, il y a plein d'éléments aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que le marché, aujourd'hui, est en train d'exploser. Enfin, on est face à un marché qui croît enfin à cause de ces deux facteurs importants. Merci. Xavier, vous avez WhatsApp, vous avez un positionnement assez original ou en tout cas une différenciation et quelque chose qui vous semble un driver très très important. Oui, alors déjà parce qu'on n'est pas complètement fou, donc on ne va pas attaquer en frontal des géants qui sont représentés par exemple ici, donc on choisit un axe d'attaque évidemment qui est particulier. Nous, l'axe d'attaque qui nous paraît essentiel actuellement, c'est ce que j'évoquais, la notion de sécurité, la notion de confidentialité. Je trouve qu'il y a une très bonne analyse là, dans les usages des freins aux communications unifiées. V1, on va dire, et puis maintenant V2 avec les acteurs over the top, la facilité, la simplicité. Il y a encore un élément qui est gênant, c'est cette notion de confidentialité. Je vais prendre un petit exemple. L'équipementier allemand Continental a interdit à ses collaborateurs l'utilisation de WhatsApp sur les téléphones mobiles professionnels. Donc là, une petite analyse rapide, mais je vais aller vite parce que ça a déjà été repris. Effectivement, on a d'un côté des usages qui sont impossibles à remettre en cause puisque c'est les personnes qui en ont besoin et qui décident de déployer spontanément du WhatsApp. Donc, il y a un vrai besoin. Il faut répondre à ça et il faut répondre, je dirais, de la même manière que répond WhatsApp ou d'autres, de le faire sur de la simplicité, sur du over the top, ne pas être forcément lié à une infrastructure globale. Peut-être même, effectivement, nous, c'est une direction importante de s'intégrer dans des logiciels métiers. Voilà. Donc, de répondre à tous ces aspects-là. Et puis, regarder quel a été le frein, parce que Continental a interdit, malheureusement, n'a pas préconisé d'alternative. Les freins, c'est effectivement tout le carnet d'adresses, dès qu'on installe WhatsApp, tout le carnet d'adresses est aspiré et on sait, on arrive à tracer tout l'historique des échanges. Voilà. Donc nous, c'est vraiment partant de ce diagnostic-là qu'on a travaillé la proposition de valeur WhatsApp pour avoir toute la facilité des services des acteurs que j'évoquais, mais avec les meilleures garanties de sécurité, de confidentialité et surtout de gouvernance, de respect de la donnée personnelle. Alors, je ne vais pas parler de RGPD, je pense qu'il y a eu des événements du CDRT vraiment dédiés, on est vraiment sur ces thématiques-là. Merci Didier. Arcadin. Oui, Arcadin, on a un positionnement un peu différent puisqu'on se veut comme un cloud service provider et on pense que justement la raison du succès de l'accélération du développement des communications unifiées, c'est la richesse de l'écosystème. Alors, je trouve qu'ici, c'est un bon exemple, 200 personnes, beaucoup de tables rondes, beaucoup de discussions. On ne fait percer une technologie, de mon point de vue, que quand on a vraiment un écosystème autour qui va tenir compte de différents besoins. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on travaille beaucoup sur un certain nombre de technologies. C'est pour ça que le sujet important, c'est quelles seront les technologies les plus prometteuses, quelles seront celles qui seront aussi les plus faciles à intégrer dans une offre plus vaste à disposition des utilisateurs. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est de travailler sur tous les points qui manquent.
Donc, que ce soit, comme je l'ai indiqué, l'accompagnement au changeant des utilisateurs, mais aussi un certain nombre de choses qui sont manquantes dans les différentes offres. Et de ce point de vue-là, je trouve que les acteurs technologiques sont prometteurs pour tout le monde parce qu'ils sont de plus en plus ouverts. On voit quand même de plus en plus d'API, on voit de plus en plus la reconnaissance du fait qu'il y a des marchés verticaux, il y a des besoins de sécurité. Donc je pense que cette ouverture devrait à la fois, de mon point de vue, leur profiter à l'écosystème, mais aussi fondamentalement permettre que l'utilisation maintenant s'accélère dans le monde entier et même en France. Merci, Jonathan. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas revenir dessus, mais nous ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises, du moins le type d'entreprise qu'on vise et même les entreprises qui viennent à nous, tendent vers les communications unifiées et ont besoin de ça parce que les utilisateurs les poussent. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se font même pousser par les utilisateurs. Nous, d'ailleurs, notre stratégie aujourd'hui, c'est on rentre en général par une équipe et finalement, ça va se déployer dans toute l'entreprise. C'est la stratégie de certains freemium aussi qui vont être utilisés en interne gratuitement et ensuite vont finalement forcer la DSI ou le système d'information en général de l'entreprise de passer sur ce genre d'outils. C'est pas notre stratégie à nous. Notre stratégie, c'est de rentrer par une équipe. On a des free trials, on a des choses comme ça, mais c'est pas du freemium. Et ensuite, de faire prendre conscience à l'entreprise qu'elle a besoin de ça. Sur tout ce qui est sécurité, évidemment, étant donné qu'on est cloud, on a la question récurrente à chaque fois. Plus l'entreprise est grosse, d'ailleurs, nous, on vise les PME et les ETI. Dès lors qu'on va sur des ETI de plus de 2000, 3000 personnes et au-delà, toujours la même question revient. Où sont stockées les données? C'est une grande peur. Le cloud aujourd'hui, on connaît mal en France, j'ai l'impression, surtout dans les DSI des groupes, où ça fait peur, on a l'impression qu'on peut se faire voler les données. Donc nous, c'est un peu notre cheval de bataille, on a décidé de stocker nos données dans le pays de nos clients, donc c'est très important pour nous, et on rassure évidemment toujours nos clients là-dessus, qui ont pour beaucoup peur de passer dans le cloud et préfèrent le on-premise, c'est-à-dire moi je préfère stocker mes données chez moi, sur mon serveur, quitte à ce que ça soit maintenu par une personne, et bon, c'est le travail. Et nous on essaie de changer un petit peu ces coutumes qui sont pour nous obsolètes et qui ne vont pas scaler dans le temps. Et donc, justement, rassurer sur le point de vue sécurité que ça ne veut pas dire qu'on est cloud, qu'on n'est pas sécurisé. Même si beaucoup de choses ont montré ces dernières années qu'il y a des risques, mais c'est des risques sur lesquels on travaille beaucoup. Et je pense que tout le monde ici, c'est un des chevals de bataille de chacune des entreprises, surtout avec la RGPD, etc. Merci. Alors, vous avez effectivement évoqué le fait que vous étiez cloud. Une des questions qui se pose, c'est de savoir si on va aller vers un marché des communications qui sera intégralement cloud et qui fera l'impasse sur des équipements en entreprise et avec toutes les conséquences que ça peut supposer. Est-ce que d'après vous, tout va se cloudifier intégralement? Alors, je dirais pour 90-95% du marché, oui, c'est exactement ce que tu illustrais. Hein, c'est le fameux débat toujours CAPEX versus OPEX et la sécurisation du cloud, bien dopé par la législation, par différents scandales, etc., est en train de progresser. Néanmoins, moi, ce que je constate, parce qu'on est vraiment sur une proposition de valeur spécifique de sécurité, demain, je vais aller en Suisse visiter une belle société qui fait du trading interbancaire. Eux, pour des raisons législatives, légales, ils sont obligés d'avoir des équipements on-prem. Donc, il restera toujours un marché spécifique, que ce soit par des contraintes réglementaires, que ce soit pour des raisons X ou Y, de conserver des équipements on-prem. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix chez Watcha d'être complètement plateforme agnostique, pour se déployer un petit peu suivant le bon vouloir du client. Donc vraiment, la valeur ajoutée, ça va être sur le chiffrement de bout en bout, en utilisant les mêmes technologies de crypto que la future messagerie gouvernementale. Donc vraiment, l'état de l'art de la sécurité à date. Et après, c'est le client, son partenaire, qui a décidé du meilleur choix d'hébergement en fonction de ses besoins. Mais pour revenir à la question initiale, oui, pour moi, 90. Alors, c'est un métrique personnel d'après ce que j'ai pu constater sur nos premiers déploiements. J'espère pouvoir revenir dans quelques années avec beaucoup plus de métriques, beaucoup plus affinées. Voilà. Étienne, pour Microsoft. Oui, totalement en phase. Hein. Et en effet, je pensais un peu du gut feeling comme ça, c'est 90%, et en effet 10% qui sont
incompressible pour des contraintes réglementaires, des contraintes de réseau opérateur, des contraintes de qualité de service, etc., qui imposent alors parfois d'être dans le pays, donc des data centers locaux, parfois carrément on-premise ou sur des services managés spécifiquement pour le client. Donc en effet, il y aura une partie toujours un peu incompressible, comme il y a toujours un peu de téléphonie analogique qui traîne. Voilà, donc il y aura des choses qui seront des domaines un peu incompressibles. Après, la législation parfois impose et change, et c'est un tout petit peu le flou, quoi, qui parfois ralentit fortement aussi des bascules dans le cloud. Quand vous êtes un banquier et que votre entité de tutelle a du mal à statuer sur exactement le statut du cloud, ben vous avez peur de perdre votre agrément, donc c'est un énorme frein. Ils veulent tous y aller, mais là, c'est vraiment le frein aujourd'hui par rapport à leurs autorités de tutelle qui sont toujours, là en France, beaucoup moins réactives que dans certains autres pays anglo-saxons, nordiques, États-Unis en pointe, où ils se posent beaucoup moins de questions. Hein. Les Anglais, ils ont même mis leur data center militaire dans le cloud. Donc, c'est dire parfois, obligatoirement, le ministère de la Défense, je préfère à la limite qu'il soit complètement autonome de quelconque fournisseur, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, donc sinon, 90% aujourd'hui, il n'y a aucun frein technique, réglementaire. Parfois, c'est beaucoup plus, en effet, du dogme, des idées préconçues, des peurs un peu infondées sur le fait que je perds toute maîtrise de mon système et tout d'un coup je vais donner mon âme, vendre mon âme à l'extérieur. Mais sinon, en effet, 90% pourraient être sur cette cible. Alors, est-ce que ça signifie qu'on va passer vers un mode de commercialisation directe qui va court-circuiter les intégrateurs? Je ne sais pas, Jonathan ou qui? Alors, il y a quelques intégrateurs ici. Je vais essayer de ne pas me faire trop d'ennemis. Non, en plus, on travaille beaucoup avec les intégrateurs et ils ont une connaissance client que nous, on n'a pas, donc pas de problème à ce niveau-là. Moi, pour rebondir un petit peu sur le cloud, je pense qu'aujourd'hui, on tend vers ça, c'est indéniable. Ça paraît dingue, et je le vois encore dans les entreprises de copains qui travaillent dans des grosses boîtes ou dans des moyennes boîtes, d'avoir 2 téléphones portables. Je ne comprends pas d'avoir un téléphone portable pro, je ne comprends pas d'avoir un téléphone fixe sur son bureau, les deux ne communiquent pas ensemble, rien ne se fait ensemble. Donc le cloud paraît être une évidence, que ce soit pour réduire les coûts de l'entreprise, pour justement contrôler aussi ce qu'ils disent l'entreprise, c'est-à-dire que pour éviter justement que sur un téléphone pro, quelqu'un ait WhatsApp. Moi, ça me paraît dingue. Sur un téléphone pro, pour moi, on a un téléphone perso et on a une app qui nous permet de faire toutes nos interactions professionnelles avec nos clients. C'est ce qu'on pense. Donc, on passe ses appels de son app Aircall, de son app ePayet, peu importe. Et finalement, tout est interconnecté. Et donc, l'entreprise a la main dessus et du coup, on ne perd pas le client comme on dit. Il y a toujours un problème avec le cloud pour certaines entreprises où il y aura des problèmes. Là, récemment, on a été contacté par le ministère de la Justice qui s'intéresse à changer leur téléphonie. On a gentiment dit, on ne va pas y arriver, on est vraiment désolé. Parce qu'évidemment, pour eux, c'est impossible de sortir quelque chose de leur mur. Donc, bon, le cloud aura ses limites toujours pour une partie d'entreprise, donc 90%, je pense que c'est ça. Pour rebondir donc sur la question brièvement. Désolé, parce que là. Bien sûr, non. Qui était donc sur les intégrateurs. D'accord. L'intégration et un modèle de vente indirect. Nous, on est en vente directe, c'est sûr. Maintenant, beaucoup de nos clients vont avoir des besoins spécifiques. On va avoir du mal à répondre à 100% des besoins des entreprises. Et c'est là où les intégrateurs interviennent. C'est là où un intégrateur va dire, écoutez, moi, mon client utilise tel logiciel actuellement et il aime l'intégrer. Et bien, l'intégrateur va faire cette intégration. Et nous, on compte sur eux parce que nous, ce n'est pas notre métier de faire du custom. On a une plateforme qui est utilisable par 90% des entreprises. Et évidemment, il y aura toujours les 10% qui seront indéniablement faits en custom, où il y aura une intégration spécifique. Donc, évidemment, les intégrateurs sont très importants pour nous. On en a de plus en plus. Des spécialistes sur des intégrations par type d'outils. Donc, ça va être des intégrateurs CRM, certains qui bossent que avec Dynamics, d'autres que avec Salesforce, d'autres que avec Zoho, etc. Mais également des intégrateurs plus globaux qui, eux, sont spécialisés dans l'intégration téléphonie des entreprises et qui vont dire, OK, moi, mon client a un projet global téléphonie, voilà ce qu'on attend. Il va s'occuper de A à Z de l'intégration des telcos à l'entreprise directement. Merci. Deux petites sous-questions pour Alcatel et Arcadin. Alcatel, est-ce la fin de la téléphonie ou est-ce que la téléphonie, la voix va être noyée dans toutes les applications de communication à tel point qu'on en aura de moins en moins? Et pour Arcadin, une
une question sur la formation des salariés et l'accompagnement dont on parle trop peu dans un contexte très compliqué. Alors, est-ce que c'est la fin de la téléphonie? Je pense que la question, c'est la téléphonie, vous avez dire, voix traditionnelle Non, de la voix, tout de la simplement. voix. Est-ce que... D'accord. Alors, juste avant ça, quelques réflexions sur le passage dans le cloud. Est-ce que c'est la fin de la téléphonie? Oui, dans une certaine mesure sur la téléphonie traditionnelle, qui était celle qui est née dans les années, 20 hein, cette notion à l'intérieur de l'entreprise de pouvoir s'appeler, etc., dans des groupes d'usagers et de faire un peu d'accueil client. Oui, on arrive certainement au bout de ce modèle et de ce modèle d'intégration et de distribution. Par contre, pour autant, il y a quand même des statistiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le cloud, qui existe quand même depuis 10 ans, a pénétré? Non, il a un taux de pénétration aujourd'hui autour de 20%. Alors, c'est souvent masqué parce que on a l'impression qu'il y a un gros chiffre d'affaires et parce que le trafic est souvent inclus dans les chiffres remontés par le cloud. On n'a jamais vendu autant de... Est-ce que c'est la mort du téléphone fixe? On n'a jamais vendu autant de téléphones fixes dans le monde. Je vous confirme, les entreprises sont toujours équipées de téléphones fixes. Et nous, mais en plus, c'était curieux, c'est en croissance, de 5% par an. Est-ce que tous les PABX ont été jetés à la poubelle? Pas du tout. Il y a plein de gens qui les connectent justement parce que c'est des systèmes ouverts pour aller chercher les apps du cloud et ça fonctionne très bien ensemble. Donc il y a aussi des modèles hybrides. Et enfin, il y a cette verticalisation qui est en train de se passer, qui existait depuis toujours. Hein. Ces métiers qu'on fait depuis si longtemps, ils sont par essence verticalisés. Vous avez cité des hôpitaux, vous avez cité des entreprises, des banques qui ont des besoins particuliers. Et ces besoins particuliers, vous les avez tous implémentés. Ils ne sont pas dans le cloud aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles par ces offres cloud monolithiques. Donc il y a soit l'intégration à faire avec des API qui viennent du cloud, c'est un métier pour vous, soit à utiliser quand même encore des softs qui existent et qui savent traiter ces besoins en particulier. Donc une vision plus mitigée sur le 90-10. Et puis après, il y a un effet de balancier aussi, qui est toujours pareil. Quand on dit cloud, c'est simplement la puissance de traitement. Je veux dire, et ça, il y a plein de sociétés qui ont centralisé leur communication depuis très longtemps dans des clouds privés, etc. Mais c'est la puissance de traitement. Où est la puissance de traitement? C'est ça la définition basique. Et il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui impacte les communifiés, qui impacte, il y a deux choses, qui va peut-être nécessiter d'avoir de nouveau une puissance de traitement sur le site on-premise. La première, c'est l'IoT, Internet of Things, donc le fait d'avoir beaucoup d'objets connectés. Pardon. Et la deuxième, c'est on va dire tout ce qui est la capacité d'interaction en langage naturel avec les systèmes. Donc ça, vous le voyez arriver, ça commence. Après la deuxième révolution, après le social, c'est les chatbots, ou ce que vous avez dans les maisons, les Google Voice, et Alexa, etc. Ça arrive fondamentalement dans l'entreprise. Et vous voyez, hein, il y a des puces IA maintenant même dans vos téléphones mobiles. Il y a une puce spécifique, il y a une puissance de traitement local parce que sinon ça ne marche pas bien. Et donc sans doute on va revoir de la capacité de traitement on-premise, en local. On va relocaliser bientôt. Voilà. Arcadin pour un petit point rapide et ensuite je vous demanderai de conclure malheureusement sur votre vision. À tous. Donc, je vais me consacrer uniquement à ta question sur l'accompagnement de l'utilisateur. Oui, parce qu'on en parle trop peu. Voilà, et il y a beaucoup de technologies. Et c'était très intéressant parce que sur ce marché, on parlait énormément de technologie. Il y a énormément de progrès technologiques, d'innovation technologique. Et en réalité, sur la formation, on était souvent sur les entreprises très, très traditionnelles. On dit, on va se faire une petite session de formation. Et chez Arcadin, on avait pris l'optique dès le début d'avoir un système dans le cloud, d'aider les clients dans le cloud à d'abord être provisionnés correctement, puis l'accompagnement initial en particulier sur les 3 premiers mois, sur lequel on a développé des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle de la smart adoption. Donc, la personne reçoit son système et est accompagnée pendant les 3 premiers mois et de manière moderne, je dirais également de manière cloud. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir la capacité dans le cloud à aider les gens. Et donc là, toutes les nouvelles technologies, que ce soit du bot, que ce soit des systèmes de e-learning, sont extrêmement pertinents et permettent d'accélérer l'adoption
est souvent tout simplement d'assurer le succès, puisqu'on sait que si au bout de 3 mois, l'ensemble de l'entreprise réagit négativement au nouvel outil, indépendamment de la qualité technologique de l'outil, souvent ça sera ressenti comme un échec. Donc on travaille énormément là-dessus, et pour nous, l'innovation, elle est plus là que dans la technologie pour laquelle on repose sur l'innovation de nos grands partenaires. Merci. Je vais vous demander à tous de conclure brièvement, même pas brièvement. Ah, d'accord. Autrement, je vais vous faire. On a un timing serré. D'accord. Je vous en prie. Oui, donc en conclusion, pour moi, c'est Répondre à la question qui laisse tailler la part du lion. Alors, oui. C'est la vraie question. Si on peut y répondre. Ouais, je ne sais pas, moi je n'ai pas vraiment une vision d'opposition frontale. Ce que je vois, c'est qu'il y a des besoins en entreprise, en collaboration, liés à la mobilité, liés au travail à distance, liés au bring your own device, donc le fait d'amener son propre téléphone personnel pour l'utiliser. Les usages évoluent et donc c'est des formidables opportunités pour nous tous, là, réunis dans l'écosystème, de travailler. Pour moi, ce qui sera très important, c'est de retenir les leçons du passé. Bien souvent, malheureusement, la collab, on l'a poussé et on a laissé le client se débrouiller avec ça. Je pense qu'effectivement, il faut apprendre. À comment on gère les différents salons, comment on gère les différentes fonctionnalités. Donc, la dimension accompagnement est très importante. Je le redis, pour moi, c'est un facteur qui fait que la vente debout a encore de belles années devant elle, parce que justement, ce besoin de proximité, ce besoin d'accompagnement, il ne peut passer que par les distributeurs, que par les intégrateurs. Et que, effectivement, au titre, pour revenir juste sur les leçons apprises, bien rester sur des approches over the top, c'est-à-dire je peux prendre mes solutions, faire mon marché sur un App Store, je prends ce que je veux, ce dont j'ai besoin, et pas forcément tirer tout un système complet et en siloté en plus. Rapidement, je pense qu'on va vers un avenir. Le gâteau est plus gros. Le gâteau de la communication a subitement grossi. Et donc, il y a de la place pour tout le monde et on est de nouveau dans un marché d'investissement où il y aura des consolidations, des disparitions, des succès, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un marché porteur. Il vaut mieux être sur un marché porteur que sur un marché en décroissance. Par rapport à ta question, Nicolas, clairement, je ne suis pas très objectif. Donc oui, clairement, je pense que on a en tout cas des objectifs qui sont très ambitieux sur le sujet, mais qui ne sont pas au détriment de ce qui existe. En effet, le gâteau est énorme. Je pense que par contre, il va y avoir, comme précédemment, des transformations où d'intégrateurs matériels, on va de plus en plus être sur des problématiques de sécurité, d'interopérabilité, d'intégration et d'extension des systèmes. Et je suis tout à fait d'accord avec Jonathan. Aujourd'hui, nous, on fournit des systèmes, c'est pas autoportant. Par contre, on fournit tous les outils permettant de l'étendre, de l'intégrer avec d'autres choses, de le faire coexister avec un système ouvert dans l'entreprise. Et l'un des apports majeurs du cloud, c'est justement de simplifier cette approche SaaS, multi-SaaS, PaaS, etc., sans avoir besoin de siloter et d'avoir une agilité beaucoup plus importante. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que les gros acteurs du cloud vont prendre une part importante sur la machinerie et la quincaillerie du back-office. Par contre, sur tout le front-office, il y a énormément de travail à faire, que ce soit sur l'hybride ou sur l'extension des services fournis. Je fais très bref. Je pense qu'en fait, le marché, il y aura toujours, les GAFAM seront là, il y a un gros marché pour eux. Plutôt pour moi, pour les grandes entreprises, et ensuite les acteurs du cloud, pour tout ce qui est PME, ETI. Pour moi, la grande différence qui va venir dans les années, c'est la capacité à s'intégrer avec une multitude d'outils et finalement répondre aux besoins business de l'entreprise et ne pas imposer à l'entreprise un type d'outil parce que ça fait partie d'une suite d'outils. Et plutôt, du coup, d'accepter le fait qu'on est bon dans une chose et de laisser l'entreprise choisir les outils spécialisés à ce qu'elle attend. Oui, et donc très rapidement, nous, on voit plutôt deux marchés, un marché vraiment global, composé des grandes entreprises, et là, certainement dominé par quelques acteurs mondiaux, dont les Cisco, Broadsoft, Microsoft et peut-être quelques autres GAFA, et un marché sur lequel il y aura tout un écosystème d'entreprises comme la nôtre qui devront devenir des spécialistes de ces environnements-là. Et un deuxième marché quand même beaucoup plus local, beaucoup plus PME, ETI, sur lequel on voit là beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus qui peuvent durer sur le très long terme et qui seront, eux, à mon avis, orientés vers la simplicité des solutions et probablement une verticalisation de ces solutions pour qu'elles soient adaptées à un service juridique,
PME dans l'industrie, etc. Donc pour nous, on voit deux marchés assez différents et ça conduit évidemment à des stratégies assez différenciées entre ces deux domaines-là. Merci à tous. Merci beaucoup. Il y avait juste une question de notre président. Je voulais juste poser une petite question avant que vous partiez, à savoir qui va y répondre. Aujourd'hui, le marché français des télécommunications, il est en fait, si je me trompe, facturé à 70% par Orange, 20% par SFR et 5% Bouygues Télécom, qui reste 95% du marché. Et du coup, j'aimerais comprendre, selon vous, comment le marché sera facturé ou comment les clients seront facturés dans 5 ans. Est-ce qu'on aura les mêmes proportions? Est-ce que vous facturerez en direct? Qui va facturer en fait? Alors, je suis plus petit, je pense. Mais, moi, je ne suis pas facturé par SFR, Orange, ni par personne. En fait, je me connecte directement à des backbones internationaux. Donc, je suis complètement indépendant. Ce que je pense, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les opérateurs semblent perdre des parts de marché dans un marché qui est en croissance. Je crois que le UK, c'est 10% de croissance par mois actuellement. Et je pense qu'il y a une multitude d'acteurs qui vient et Orange et SFR vont devoir réagir, enfin, Orange et SFR Bouygues vont devoir réagir rapidement à ça, car aujourd'hui, il semblerait qu'ils sont bypassables dans un marché pure cloud, dans un marché où finalement on peut se connecter à des opérateurs externes à son opérateur français pour opérer en France. Merci. Une autre, rapidement, parce que là, on a un quart d'heure de retard. Juste en effet, les acteurs historiques ont encore tout le rôle à jouer sur notamment tout un ensemble de contraintes réglementaires qui imposent encore d'avoir des raccordements téléphoniques, des trinques, etc. Mais de l'autre côté, de plus en plus de communication se passe directement over the top. On part directement de l'apps mobile pour appeler, je ne vais pas dire téléphoner, pour communiquer. Donc petit à petit, il y a des transferts de masse de communication qui vont devenir marginalement. Je parlais avec récemment un gros client qui me racontait qu'il y a 5 ans, les communications, la minute lui coûtait les 3/4 de sa facture. Aujourd'hui, les 2/3, c'est son abonnement. Donc il se demande pourquoi il maintient un abonnement pour sa téléphonie. Il y a encore un tiers de gens qui téléphonent, mais donc il y a un transfert de masse qui est énorme et qui leur impose de trouver d'autres marchés, on le voit. Ok, merci beaucoup. Nous avons une pause d'un quart d'heure. Là, on a pour se rattraper une dernière table ronde. Donc, rendez-vous à 11h45. Merci.